bonjour à tous, bienvenue à vous dans votre émission Ensemble c'est mieux, nous sommes en forme ce matin. On espère que vous aussi, c'est le cas d'Aurélie. Bonjour Aurélie, bonjour. Bienvenue à vous. Bonjour. Aurélie, c'est celle qui met de la couleur dans nos vies. Et oui, on va parler de quoi ce matin avec vous? Eh bien ce matin, on verra comment utiliser la couleur en jouet pour la mettre sur les murs et délimiter les espaces. Donc plein d'idées. Plein d'idées et de conseils déco à découvrir ensemble. Eh bien on a hâte d'y être. Merci Aurélie. Pour le reste, on évoquera les complexes sortis du « je suis trop gros »,« je suis trop maigre ». Nous voulions aussi nous intéresser aux complexes d'ordre plus psychologique. Comment lutter contre ou vivre avec ces complexes? Eh bien, décryptage dans un instant. Et puis c'est en ce moment Octobre Rose, campagne destinée au dépistage du cancer du sein, enfin en tout cas à la sensibilisation autour de ce dépistage et à récolter des fonds pour la recherche. Nous vous présenterons une socio-esthéticienne bretonne qui travaille en lien avec la Ligue contre le cancer. Nous évoquerons également le spina bifida, cette anomalie de la fermeture des vertèbres et de la moelle épinière chez le fœtus, qui peut avoir de graves conséquences. Alors pour favoriser la prévention, nous ferons le point avec une représentante du CHU de Rennes. Enfin, on retrouvera Billy à la SPA avec un nouvel animal à adopter. C'est un petit chien ce matin. Voilà, bienvenue à vous tous dans votre émission Ensemble c'est mieux. On est là pour vous accueillir, vous aider et aussi pour parler des choses qui fâchent. Et ce matin, on va parler des complexes. Alors justement, sans complexe, je vous propose une petite introduction en images. Mais pourquoi tu mets jamais de jupe? Non, mais j'aime pas mes jambes. Les complexes vous gâchent la vie? Si ça peut vous rassurer, vous n'êtes pas seul. 67% des Français sont complexés par leur corps. Et question physique, les femmes sont encore plus complexées que les hommes. Sur le podium des parties du corps les plus détestées, le ventre, les poignées d'amour et le nez. Mais lorsque 48% des femmes trouvent leur ventre trop rond, les hommes, eux, ne sont que 29% à être préoccupés par leur bedaine. Quant aux poignées d'amour, 36% des femmes n'en veulent plus, alors que 75% des hommes sont contentes. Pour ces messieurs, le pire complexe, c'est la calvitie. 19% angoisse à l'idée du crâne d'œuf. Mais les complexes physiques ne sont pas ceux qui nous gênent le plus. Ceux dont on doute le plus, c'est à 70% de sa culture, à 69% de ses capacités à s'exprimer correctement et à 67% de ses capacités intellectuelles. On peut aussi être complexé par ses origines sociales, son compte en banque, etc., etc. Le problème, c'est quand ça se transforme en douleur, en inhibition. Bref, quand la honte ronge l'estime de soi. La solution, accepter sa différence et en faire une force. Entre nous, ça revient beaucoup moins cher que la chirurgie esthétique. Il y en a une qui va confirmer, c'est Carla Gouillou-Beauchamp. Bonjour Carla. Bonjour. Vous êtes psychothérapeute. Est-ce que les complexes est un motif fréquent de consultation? Oui, en effet, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à s'accepter telles qu'elles sont. Alors, est-ce que c'est quoi? C'est accepter sa différence, quelle qu'elle soit finalement? Le problème, c'est quoi? C'est le regard des autres? Alors souvent, bien souvent, en fait, c'est une comparaison. C'est une évaluation par rapport aux autres et par rapport aux normes qui nous est imposée aujourd'hui. Beaucoup de personnes se sentent différentes, en décalage, et ont du mal à s'accepter telles qu'elles sont, alors qu'elles sont belles intérieurement. Oui, c'est ce qu'on dit, be beautiful, be yourself, c'est ça? La beauté intérieure doit prévaloir finalement sur la beauté extérieure. Vous proposez des exercices, vous, dans votre cabinet, justement, pour essayer de travailler à l'acceptation de soi. Par exemple, donnez-nous peut-être Alors, c'est pas forcément des exercices, c'est plutôt une introspection sur l'image de soi. Comment cette personne elle a été vue dès la petite enfance, parce que bien souvent ce regard, il y a une empreinte de la toute petite enfance. Donc et le regard des parents. Voilà, le regard des parents, le regard d'autrui, des petits copains aussi à l'école, comment cette personne a été vue, a été regardée, a été reconnue ou non. Et c'est tout ce travail d'introspection, de transformation de ce regard qui souvent devient un regard très critique, très jugeant. Et de pouvoir reconstruire un regard bienveillant vis-à-vis de soi-même, un regard qui s'accueille et qui s'aime tel que l'on est, réellement. Alors, vous proposez de se comparer à un animal, parfois, ça peut marcher. Comment vous faites? Oui, souvent je demande aux personnes s'ils étaient un animal, quel animal ils seraient. Et bien souvent, c'est un animal qui leur ressemble, avec des qualités, des potentiels. Donc je demande quelles sont les qualités de cet animal, quels sont les potentiels. Et après, je compare à si toute leur vie, ils essayent d'être un autre animal. Et donc, ça crée de la souffrance. Et ils sont sans cesse en train de lutter sur ce qu'ils sont, sur leur propre nature. Si, par exemple, vous choisissez d'être un chat,
Alors un chat, ça a différentes qualités. C'est agile, c'est souple, ça dort beaucoup. Ça vit la nuit. Et si vous luttez, vous essayez sans cesse d'être un oiseau, de voler, de vivre le jour par exemple, alors ça crée de la souffrance. Ah oui. Vous vous imaginez en animal les uns les autres, peut-être? Lequel seriez-vous? Pierre Dria, vous êtes kinésithérapeute. On va parler dans quelques instants de ce qui vous a complexé toute votre vie. Mais si vous deviez vous comparer à un animal, c'est intéressant cet exercice-là, je trouve. C'est une bonne question. Peut-être un animal assez agile, qui bouge beaucoup. Je ne sais pas, je pensais à un rapace ou un félin assez rapide, qui bouge. Et ça rejoint un petit peu, je ne sais pas si je peux enchaîner sur ça, mais je connaissais pas trop cet exemple de Carla, le fait de se comparer à un animal. Moi, j'ai beaucoup parlé de mon témoignage personnel par rapport au complexe qu'on pourrait qualifier de non physique, mental. Effectivement, la société a voulu me placer, moi, dans une représentation de ce que je n'étais pas. Souvent, je donne l'exemple à mes patients parce que je travaille avec des patients douloureux chroniques et on retrouve aussi cette difficulté d'accepter ce qu'ils sont. Et ils s'enferment dans un rythme qui ne correspond pas forcément à ce qu'ils sont. Je dois être une bonne mère, je dois être un bon professionnel. Et je leur dis souvent que peut-être que la société veut qu'ils soient un carré, mais qu'eux, ils sont un triangle. Et que toute leur vie, ils essaient de faire rentrer le triangle dans le carré. Et ça crée de la souffrance. Et c'est d'ailleurs souvent le motif de consultation des patients, c'est que ça crée une souffrance, une tension, une lutte. Décalage. Voilà, l'image que nous renvoie la société et ce que nous, on perçoit. Exactement. Alors, vous dites, si vous compariez un animal agile et rapide, c'est pas un hasard. Parce que vous dites, depuis tout petit, moi j'ai un flot de pensée en continu, je vais vite, je pense vite. Alors en fait, il y a eu de la souffrance enfant, mais ça s'est surtout manifesté adulte parce que j'en ai pris conscience. Et alors moi j'ai été diagnostiqué haut potentiel, mais assez récemment finalement. Oui, assez tard, alors que souvent aujourd'hui c'est diagnostiqué un peu plus tôt. C'est ça, grâce à des émissions comme ça, j'espère qu'on va amener un peu plus de conscience dans la singularité de chacun. Et en fait, me rendant compte que le triangle que j'étais ne rentrait pas dans le carré, ça a déclenché de la souffrance. Et dans mon métier, j'ai la chance de rencontrer beaucoup de psychologues avec qui je travaille. Et quand 1, 2, 3, 4 psychologues me disent « Pierre, mais tu es un triangle, tu n'es pas un carré », et qu'ils mettent le mot au potentiel, à un moment donné, on se replonge dans son intériorité. Moi, ça a été par l'outil de la pleine conscience, de prendre conscience de ce qui était. De pleine conscience, oui. Exactement. Et en prenant conscience de ce que j'étais, je me suis rendu compte de quelque chose qui est invisible au grand public. Ces phénomènes cognitifs, de pensée, extrêmement rapides, beaucoup de propositions par l'esprit qui peuvent être des propositions utiles, très intéressantes. C'est ce qui fait qu'on peut avoir beaucoup de créativité, mais aussi qui peuvent être très anxiogènes. Pour reprendre un petit peu ce que disait Carla, des propos auto-jugeants, critiquants. Tu devrais être comme ceci, tu dois faire cela. Pour rentrer dans ce carré imposé par la société, par l'éducation, par tout l'environnement dans lequel nous sommes. Alors, s'accueillir, justement, c'est ce que vous dites, Carla, s'accueillir avec notre histoire, avec nos empreintes, ça, c'est essentiel. C'est pas évident de trouver ce chemin, cette voie pour arriver à ça. Oui, tout à fait. C'est déjà accepter son histoire, voilà, son vécu, de pouvoir travailler avec, de pouvoir le transformer pour être le plus libre d'être soi-même. Donc c'est tout un processus, c'est tout un travail. Et se libérer de ces jugements, de ces critiques intérieures constants. Pour reprendre un petit peu ce que disait Pierre, il y a une psychologue, Jeanne Siofachin, qui appelle les hauts potentiels des zèbres, justement. Parce qu'ils sont différents, parce qu'ils ont du mal, ils ne s'apprivoisent pas, ils sont tous différents et uniques. Et c'est accepter sa singularité et cette différence qui peut être un grand potentiel. Aujourd'hui, vous l'avez accepté, cette différence, Pierre ? Totalement. Alors, j'ai accepté, je pense, une grande partie. Le diagnostic a été cet élément supplémentaire dans cette voie d'acceptation. Le fait de poser des mots sur quelque chose. Ça a permis déjà de mieux connaître ce que c'était, même si j'ai du mal aujourd'hui avec les étiquettes. En fait, un peu pour reprendre, on est tous un zèbre différent et peut-être même que le mot potentiel est encore dans la comparaison, même si c'est beaucoup mieux que ce qui était dit auparavant. Mais oui, le fait d'accepter un flot de pensée permanent, des émotions très présentes, cette volonté d'être toujours en mouvement
et prendre cela et d'accompagner cela, de vivre avec ce qui est et pas être constamment en décalage avec ce que je devrais être, qui crée de la souffrance. Vivre avec ce qui est, c'est intéressant. On va écouter la question d'une téléspectatrice qui justement va nous parler de ses complexes. Elle va poser une question. Je pense qu'elle vous est adressée, Carla. Bonjour, Christelle, 48 ans. J'ai fait un gros travail sur ma perte de poids depuis 6 ans. Mais malheureusement, quand on perd du poids, on a toujours des complexes et on ne sait pas comment s'en séparer. J'étais à 83 kilos, je suis arrivée à 65 kilos et mon complexe sera toujours mon ventre. Donc les complexes, je sais que c'est psychologique. Et on m'a bien fait comprendre que de toute façon, même quand on perd du poids, on se trouvera toujours grosse. Et j'aimerais savoir comment faire pour me débarrasser de ce complexe des petites formes qui restent. Alors voilà, les petites formes qui restent, comment vivre avec, puisque c'est de ça dont il s'agit? Oui, et bien souvent même les personnes qui perdent du poids sont toujours complexées parce que c'est en lien avec l'image de soi, c'est très profond. En fait, quelle transmission cette femme a eue sur la féminité, par exemple. Je crois qu'elle a perdu à peu près une vingtaine de kilos, mais elle se sent toujours ronde ou toujours grosse psychiquement. Donc c'est vraiment un travail psychologique. Et puis c'est comment cette dame peut aussi s'accueillir dans sa féminité, c'est-à-dire c'est une personne qui a donné la vie à un enfant. Donc ces rondeurs ont aussi une place. Ça a donné la vie, donc c'est comment accueillir et être en gratitude avec ce corps qui a porté un enfant, qui a donné naissance. Et c'est en fait toute cette comparaison à cette image que l'on devrait être mince, le ventre plat, ne pas avoir de rondeur, mais plutôt, une femme, c'est aussi ses rondeurs. C'est aussi le fait de donner la vie. On ne peut pas rester jeune toute sa vie, on ne peut pas avoir un corps d'adolescent toute sa vie. Et c'est s'accueillir, s'accepter aussi dans le fait que notre corps change et nous vieillissons et nous sommes tous amenés à vieillir et peut-être à s'arrondir ou pas. Mais c'est comment on l'accueille. Voilà, c'est tout ce travail psychologique. Voilà, entrer en gratitude, ça vous parle. Je vois Stéphanie qui réagit. Tout à fait. Vous êtes totalement dans cette idée-là. En fait, déjà, moi j'ai beaucoup de gratitude d'accompagner ces personnes qui sont en souffrance physique et morale. Vous êtes socio-esthéticienne, je le rappelle. Je suis socio-esthéticienne, donc j'interviens notamment pour la Ligue contre le cancer, sur Rennes et sur l'antenne de Vitré également. Ça, on l'évoquera dans quelques instants. Voilà, tout à fait. Mais c'est juste sur ce côté entrer en gratitude. Voilà, en fait, c'est ce que j'essaye de transmettre et puis à ces patientes-là, c'est vraiment de la gratitude et qu'elles le vivent aussi dans leur corps, dans leur esprit, qu'elles prennent conscience de la beauté de l'être, enfin, ce qu'elles ont à l'intérieur. Et pour moi, c'est très important. Et c'est vrai que quand je les vois arriver dans mon cabinet avant, avec, c'est vrai que cette tristesse, et quand je les vois repartir avec cette joie intérieure et extérieure qui s'exprime, je suis vraiment émue et j'ai beaucoup de gratitude en fait pour mon métier et puis de leur transmettre ça en fait. Le fait d'entrer en gratitude avec un corps qui lutte finalement contre la maladie, ça c'est une étape essentielle selon vous? C'est une étape essentielle pour aller vers un mieux-être en fait. Est-ce qu'au niveau des complexes, il n'y a pas l'image des magazines, l'image renvoyée par la mode à l'heure actuelle qui est quand même vraiment présente? Oui, il y a une réelle pression des médias, surtout avec les réseaux sociaux. Tout le monde se prend en photo et bien évidemment poste que les belles photos qui sont mises en valeur, mais qui n'est pas une réalité. Voilà, tout le monde n'est pas au top en se levant le matin. Et donc, on ne voit que ça. J'étais en mode chien mouillé en arrivant parce qu'il pleuvait. Donc malheureusement... Merci Patrice d'ailleurs pour le petit miracle qu'il a réussi à obtenir. Oui, et puis bien souvent les magazines, ce sont des photos retouchées, ce sont des personnes qui ne font que prendre soin de leur image de soi. Et on se compare constamment avec ces normes et ce n'est pas une réalité. Et c'est finalement quand on regarde autour de soi, il n'y a pas de perfection. Donc c'est vraiment accueillir que nous sommes des êtres humains imparfaits, mais que nous pouvons être beaux de l'intérieur et rayonner de l'intérieur. Emmanuel, ça vous parle ça aussi? Je trouve ça très joli. C'est sûr que les magazines
nous montre, surtout nous les femmes, qu'il faut qu'on ait une certaine image et on pense rarement à notre beauté intérieure. Alors, il y a certaines enseignes quand même qui mènent des campagnes où on élargit un peu justement les modèles, entre guillemets. Enfin, voilà, la mode grande taille prend de l'importance, mais est-ce que c'est pas un effet marketing? Parfois, on a l'impression que c'est un peu ça. Alors, moi, je pense que justement, c'est bien de montrer aussi ces personnes-là, parce que ça crée beaucoup de souffrance, beaucoup de pression. Voilà, moi, je vois beaucoup de personnes qui sont en souffrance avec leur physique parce qu'ils n'arrivent pas à être autrement que ce qu'ils sont. Et voilà, on n'a pas le choix. On ne choisit pas son apparence. On ne choisit pas. Par contre, on peut choisir à vivre tel que nous sommes. Donc, c'est ça le travail pour moi. Ben voilà, on va conclure là-dessus, c'est parfait. On peut choisir de vivre tel que nous sommes. Et bien voilà, le message est passé. Merci beaucoup Carla, merci Pierre. On va maintenant revenir vers vous Stéphanie, puisque c'est en ce moment Octobre Rose, vous le savez, campagne qui sensibilise à la prévention du cancer du sein et aux dons pour financer la recherche. Et ces dons, on va voir un exemple concret, par exemple, de leur utilité. Vous êtes donc socio-esthéticienne indépendante, vous êtes basée à Vitré. Vous travaillez de quelle façon en partenariat avec la Ligue contre le cancer ? Donc j'interviens pour la Ligue contre le cancer un mardi sur 2 en fait. Il y a un créneau de 3 soins, donc j'accueille 3 personnes. Pour moi c'est important de dire personnes parce que pour moi c'est des personnes à part entière. Et, vous ne dites pas patient. Voilà. Donc je réserve ça au milieu médical et voilà, nous sommes en complémentarité bien sûr, c'est important. Mais moi, je suis là pour leur apporter une pause voilà, dans cette étape de vie difficile. Alors oui, j'accompagne des personnes atteintes de cancer du sein, mais pas que. Et j'accompagne aussi des hommes, c'est important de le dire, parce que ce sont des personnes aussi et qu'ils ont des besoins. Voilà. Donc je les aide à... Vous êtes dans une roulotte, ça c'est assez rigolo. C'est ça, voilà. Je déjà vois le la photo. lieu prête à la confidence, parce que c'est un petit endroit... peu un petit cocon. Hein, c'est exactement ça. C'est ce que j'avais envie de privilégier, en fait. Et puis... comment ça se passe une séance de socio-esthétique ? Comment ça se passe une séance ? C'est que j'accueille la personne. Déjà, je lui dis bienvenue. Bienvenue chez moi. Et du coup, il y a un moment d'échange, d'écoute, qui est très important. Parce que là, c'est vrai qu'elle va se livrer, elle va exprimer. Et ça, c'est important d'exprimer les choses, puisque comme ça, elles ne vont pas s'imprimer à l'intérieur. Voilà. Et parfois un temps qui est presque plus long que le temps du soin, finalement. C'est possible. Ça peut arriver. Tout dépend de chaque personne. Et ensuite, je leur propose voilà, différents soins, un panel de soins esthétiques. Et là, ils vont faire leur choix. Ça peut être quoi, par exemple, les soins ? Ça peut être un soin des mains, un soin du visage, ça peut être un soin des pieds, ça peut être une épilation, un maquillage. Ça peut être des massages avec des huiles ? Oui, tout à fait, bien sûr. Ça, c'est bon à savoir, parce que souvent, en fait, quand les personnes elles ont le cancer ou qu'elles sont traitées, c'est plus possible de faire des soins dans des instituts parce que les huiles ne sont pas appropriées et... Il faut attendre que la personne ne soit plus malade pour pouvoir y retourner. Donc, oui, tout à fait. Il n'y a pas beaucoup d'endroits pour les accueillir, justement, pour leur apporter du soin. Exactement. Et là, ça va être vraiment spécifique pour elles, spécialisé. Et du coup, je vais utiliser les produits adaptés. C'est pour ça que j'ai fait aussi une spécialisation à caractère humanitaire et social au CODES de Tours. Voilà. Et à la base, j'ai un CAP esthétique et j'ai travaillé 15 ans en esthétique, en fait. Voilà. Et ça, c'est important, en fait, d'avoir ces diplômes-là pour exercer. Voilà, parce qu'il faut connaître les pathologies, voilà, la peau, enfin, voilà, c'est les soins en fonction. Un métier à part entière. Ouais. Voilà. Ça change de l'hôpital. En fait, vous n'avez pas la même approche du corps. C'est pas un corps qui est vu comme médicalisé, un corps qui est vu comme plein, entier, dans son humanité. Exactement. C'est vraiment... on est dans cette phase d'acceptation de soi. Moi, j'accepte l'autre avec sa différence, avec sa souffrance. Ce que je lui apporte, c'est de la bienveillance, de la chaleur humaine, de l'écoute, de l'empathie. Et voilà, de l'accueil des émotions. Parce que moi, j'ai des personnes qui pleurent dans mon cabinet. Et je suis là en soutien. Et je les prends même dans mes bras parce que c'est important. Et je leur dis, ben voilà, vous n'êtes pas seul, je suis là.
et je vous accompagne dans ce moment difficile. C'est libérateur, voilà. ces soins. C'est exactement ça. C'est libérateur. Pour en bénéficier, il faut passer obligatoirement par la Ligue contre le cancer? Alors, pas forcément, soins, je veux dire. mais en fait, les personnes atteintes de cancer ont droit donc à une prise en charge de soins. Donc là, pour la Ligue, c'est un soin par an, parce que c'est pris en charge par les dons de la Ligue. D'ailleurs, je remercie les donateurs. C'est vrai qu'on aimerait que ça soit beaucoup plus, parce que c'est un accompagnement sur plusieurs séances. C'est un soin d'accompagnement. Pour l'instant, il n'y a qu'un soin, mais c'est déjà très bien. Et c'est vrai que si, en fait, il y a des dons pour ces soins-là d'accompagnement, la socio-esthétique, la réflexologie plantaire, le conseil en images, enfin on a plusieurs prises en charge possibles. Donc c'est une belle opportunité pour les personnes en fait. Les patients vous sont extrêmement reconnaissants. Oui. Vous avez notamment le souvenir d'une belle histoire. Je vais vous laisser la raconter. Un patient. J'ai accompagné un monsieur qui était en fin de vie, donc c'est tout son ami qui s'est renseigné sur les différentes prises en charge complémentaires au traitement. Et en fait, je suis allée le voir à domicile, donc par l'intermédiaire de la Ligue contre le cancer. Du coup, je lui ai fait un soin du visage, donc il n'avait jamais vécu ça. Et il m'a dit, voilà, je vous remercie infiniment Stéphanie, parce que ça m'a apaisée. Il a pu parler de sa vie, déposer ce qu'il avait à déposer, et il était transformé en fait. Voilà. Faut savoir que il était allongé beaucoup sur son lit, il avait du mal à se déplacer, et après le soin, il a pu se déplacer et boire un verre avec nous. Et d'ailleurs, il y avait une de ses amies qui était là qu'il ne reconnaissait pas. Et du coup, il a exprimé son vécu auprès du médecin, qui ne connaissait pas la socio-esthétique. Donc, je remercie cette personne d'avoir pu témoigner à ce sujet. Et il a voulu que je revienne le voir pour un soin. Donc, je suis retournée. Et du coup, il m'a dit, Stéphanie, je voudrais vraiment vous remercier. Je dis, et faire un don pour la socio-esthétique. Donc, du coup, il a décidé de faire un don pour la socio-esthétique et de donner pour la Ligue contre le cancer. Voilà. Donc, je le remercie infiniment. J'ai vécu des choses vraiment émotionnellement fortes avec cet homme-là. Et parce que c'est vraiment une relation très personnelle et particulière, en fait, très intimiste. Merci beaucoup Stéphanie pour ce très beau témoignage. Et puis on le rappelle, c'est Octobre Rose et donc voilà à quoi peuvent servir par exemple les dons, vos dons. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant les uns les autres qu'on prenne le large un petit peu. On va monter dans un catamaran unique en son genre car il est équipé d'un fauteuil dentaire. Et oui, les membres de l'association Océan Dentiste font de la prévention bucco-dentaire d'île en île. On va découvrir tout de suite ce reportage de Stéphanie Zad et de Philippe Boget auprès des plus jeunes. Je vais regarder avec un miroir, tu connais? Oui, super. Tu fais une grande bouche. Un cabinet dentaire dans un catamaran, ce n'est pas banal. Et des enfants impatients devant le dentiste, encore moins. Ici, on ne soigne pas, on s'amuse, on explique, on apprend. Et au final, on essaye de faire de la prévention pour les petits comme pour les un peu plus grands. Nous, sur le bateau, on fait essentiellement de la prévention, donc du dépistage. Si on voit malheureusement des caries, on va rediriger l'enfant chez un dentiste. Donc voilà, mais on va lui donner les bons conseils pour éviter l'apparition de nouvelles caries. Donc réexpliquer le brossage, remontrer les mouvements, faire ensemble. C'est l'association Océan Dentiste qui organise ces journées de prévention. Elle a été fondée par Antoine et sa compagne. Lui est déjà dentiste. Sa deuxième passion, c'est la voile. Alors, pour lier les deux activités, il a décidé de faire de la prévention itinérante. Nous, on est vraiment axé que sur de la prévention pour apporter un complément d'information des dentistes qui sont déjà dans les zones où on va et qui n'ont pas forcément toujours le temps d'expliquer aux patients comment bien se brosser, aux enfants comment bien se brosser, pourquoi telle ou telle pathologie. Il a lancé un appel à des apprentis dentistes pour le seconder. Tous sont à des degrés divers de leur formation et eux aussi apprennent. On fait du dépistage 2 demi-journées par an, donc c'est pas beaucoup, mais c'est que du dépistage et on fait pas du tout de prévention. Donc voilà, venir voir comment ça se passe, c'est intéressant quand même. Et l'action ne s'arrête pas sur le bateau.
Une grande partie de l'activité consiste également à aller faire de la prévention dans les écoles. Depuis 2 ans, Océan Dentiste a déjà fait le tour de l'Atlantique, a accosté dans 11 pays différents comme le Canada, les États-Unis ou encore Cuba. Alors, ou encore Cuba, mais nous, non, on ne va pas aller à Cuba. On va continuer à parler de prévention, mais on va aller au CHU de Rennes. Le 25 octobre prochain se tiennent les journées nationales consacrées au spina bifida. Alors, on voulait faire le point avec vous, docteur Emmanuelle Sanson. Bonjour, vous êtes médecin référente en rééducation pédiatrique au CHU de Rennes. Qu'est-ce que le spina bifida? C'est un mot un peu barbare, hein. On se demande toujours un petit peu ce que ça signifie. Un petit peu, oui. Eh bien, vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure. C'est une malformation de fermeture des vertèbres et de la moelle épinière. Qui touche 12 naissances sur 10 000 en France encore, qui a des conséquences assez graves pour le nouveau-né qui est atteint. Alors quel type de conséquences par exemple? Alors ça engendre des paralysies au niveau des membres, donc comme une paraplégie, des déficits au niveau sensitif, au niveau de la sensation, des troubles de la continence urinaire, anale et des déficits cognitifs, intellectuels. Malheureusement, c'est une maladie pour laquelle on n'a pas de traitement curatif. Par contre, on peut intervenir en prévention avec la prise de vitamine B9, c'est bien ça. Est-ce qu'il a fallu du temps pour arriver à cette conclusion qu'un apport de vitamine B9 pouvait combattre le spina bifida? Alors depuis les années 80, on sait que la carence en vitamine B9 a un lien avec la survenue du spina. Et depuis les années 90-2000, les femmes sont invitées à prendre de la vitamine B9 avant la conception et jusqu'au 2e mois de grossesse. Malheureusement, on sait qu'il n'y a que 10 à 30% des femmes qui prennent correctement cette supplémentation. C'est pour ça qu'avec le service de santé publique, on a lancé une étude, donc une campagne d'affichage et une enquête au CHU de Rennes pour connaître les raisons en fait, de ce manque de prise de vitamines. Oui, alors vous dites avant la conception, c'est quoi? C'est finalement dès l'arrêt de la contraception. Il faut la prendre. C'est ça. C'est très important. Dès qu'il y a un projet de bébé, il faut en parler à son médecin, il faut prendre de la vitamine B9 parce qu'il faut que ça soit dans les premiers mois. C'est une malformation qui survient très vite dans le développement de l'embryon. Les 4 premières semaines? Les 4 premières semaines, exactement. Ça, c'est les essentiel. 28 premiers jours. Donc il faut prendre cette contraception, cette vitamine. Avant d'arrêter sa contraception. D'accord. On a envie de vous demander, l'apport alimentaire n'est pas suffisant en vitamine B9? Non. Alors le problème, c'est que c'est une vitamine qu'on trouve par exemple dans les abats, donc dans le foie. Et on n'en mange pas assez. Et on n'en mange pas beaucoup, en tout cas pas tous les jours. Oui, je vous confirme. Et les légumes à feuilles vertes, mais c'est une vitamine qui supporte mal la cuisson. Donc l'apport alimentaire n'est pas suffisant, il faut absolument prendre cette vitamine au quotidien pendant 3 mois. Alors, il y a des pays à l'étranger, hein, vous l'expliquez, qui ont carrément ajouté, par exemple, de la vitamine B9 dans les farines. C'est ça. Les États-Unis et le Canada ont ajouté dans leur farine de la vitamine B9. En Hongrie, c'est donc le pain par l'intermédiaire de la farine aussi qui est supplémenté, comme notre sel en fait. Notre sel est supplémenté en iode. Et dans certains pays, la farine est supplémentée en B9. Il y en a qui sont malins. Voilà. Donc nous, on sait ici, il faut prendre donc, ce traitement. À quelle dose? Est-ce que c'est la même dose pour toutes les femmes? Alors non, les femmes lambda, on va dire, ont besoin d'une dose de 0,4 mg par jour. Donc dans le premier mois et jusqu'à la fin du 2e mois, certaines femmes ont besoin d'un apport supplémentaire quand elles ont déjà eu un bébé avec cette malformation ou quand elles prennent certains médicaments antiépileptiques par exemple. D'accord. Est-ce que la prise de vitamine B9 au long cours peut être dangereuse? Non, pas pour une femme jeune. Il n'y a aucun danger à prendre cette dose de 0,4 mg par jour. Aucun danger. Bon, écoutez, maintenant, on est bien au courant. Voilà, on a appris plein de choses. Et on rappelle donc que cette journée nationale du spina bifida, c'est donc le 25 octobre. Est-ce qu'il y a des actions prévues particulièrement au CHU de Rennes? Au CHU de Rennes, on va tenir un stand pour justement faire la campagne de prévention pour la vitamine B9. Vous souhaitez informer également les médecins généralistes? Parce que c'est vrai que souvent, on va voir le gynéco quand on est enceinte. Et puis voilà, et donc c'est à ce moment-là que certaines femmes apprennent qu'il faut prendre ce traitement. C'est ça. Les médecins généralistes, les sages-femmes, toutes les personnes qui vont être en contact avec des jeunes femmes qui vont avoir des bébés. Et les hommes, bien sûr, parce qu'ils peuvent aussi en parler à leur compagne. Les unes les autres, vous étiez au courant de la prise de vitamine B9? Non. Bah non. Il y en a qui étaient pas au courant. Content d'apprendre, ouais.
Voilà. Mais c'est vrai que c'est assez récent finalement, comme communication finalement. C'est quoi, ça date des années 80. Des années 80, oui. C'est ça. Allez, maintenant je vous propose qu'on parte en direction de la forêt de Côte-en-Noz dans les Côtes d'Armor, dont Bernard utilise le bois de hêtre pour fabriquer des sabots. C'est une tradition qui se perpétue de père en fils depuis le XVIIe siècle, tenez-vous bien. Je vous propose de découvrir ce magnifique portrait d'un des derniers sabotiers bretons, signé Jérémy Armand et Sandrine Ruot. À 74 ans, Bernard n'est pas décidé à rendre son tablier. Il produit 600 paires de sabots par an, mais c'est 4 fois moins qu'à la grande époque. Bonjour Bernard. Ah, bonjour. Aujourd'hui, vous êtes l'un des derniers sabotiers bretons, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu beaucoup de sabotiers à une époque. Ah bah oui, ça c'était la plus grosse corporation pratiquement qui existait autrefois. On était à peu près 3500 dans les Côtes d'Armor, entre les deux guerres. C'était la plus grosse corporation. Tout le monde marchait en sabots à l'époque. Et puis les gros consommateurs de sabots, c'était les enfants surtout. Parce que quand ils rentrent à l'école, ils jouent au foot avec des cailloux, et puis ça cassait le matériel, quoi. Bernard, quelles sont les différentes étapes de fabrication? Il y a le façonnage d'abord, faire la forme extérieure. Les premières machines sont sorties en 1841, et c'était des châssis en bois. Mais le principe, si vous voulez, de la machine, le principe de fabrication et d'utilisation, c'est resté exactement les mêmes depuis. Ça n'a pas bougé, quoi. Voilà ce que ça donne. Vous les prenez comme ça. Voilà, et vous regardez l'intérieur. Oui, c'est parfaitement... Il y a des bosses partout dedans encore. Mais là, on va raboter tout ça maintenant. Parce qu'un sabotier, il travaillait rarement le lundi. Parce que c'était des bons buveurs, paraît-il. Et le lundi, il n'avait pas les yeux en face des trous. Magnifique reportage sur l'un des derniers sabotiers bretons. On va maintenant se tourner vers vous, Aurélie, pour la décoration avec un joli projet où vous allez mettre de la couleur un peu partout. Voilà, moi aussi je pense que pour se sentir bien, il faut être bien chez soi, il faut oser son intérieur, il faut travailler la déco et l'aménagement. Exactement. Alors dites-nous en plus, de quoi va-t-il s'agir ce matin? Quel est votre projet coup de cœur? Alors ce matin, je vais vous partager en effet un petit projet coup de cœur qu'on a beaucoup aimé. C'est avec des clients formidables, j'espère qu'il va vous inspirer. Ils ont en fait fait les magasins, ils avaient leur maison et ils ont flashé sur du mobilier Gauthier dans un magasin. Et ils voulaient savoir comment l'intégrer chez eux. Ils avaient encore beaucoup d'interrogations de savoir si c'était le bon mobilier pour leur intérieur. D'accord. Alors ça peut être ce mobilier-là ou une autre marque éventuellement, ça c'est pas. Mais en tout cas, eux ils ont flashé sur celui-là. Eux ils ont flashé. Okay. Voilà. Alors ce mobilier, du coup, c'est là que vous intervenez pour les conseiller et les aider à se projeter. Comment vous avez fait? Tout à fait. Donc on les conseille déjà sur la manière de positionner le mobilier dans l'intérieur avec l'aménagement pour que chaque mobilier trouve sa place dans le respect de leur budget. Et puis là où on va avoir beaucoup travaillé, c'est pour les aider à bien coordonner l'ensemble des espaces, puisqu'on le voit, c'est une grande pièce ouverte où on arrive, en fait, la porte d'entrée arrive dans cette pièce ouverte et il fallait délimiter un petit peu l'entrée de la cuisine, la salle à manger et le salon avec le coin télé. Donc pour justement déstructurer, délimiter ces espaces, on a travaillé avec de la peinture. Et on a délimité, vous voyez, l'entrée. Là, on a appliqué plutôt une couleur vert d'eau au plafond et sur les murs, avec l'intégration d'un papier peint un peu floral. Donc on va délimiter du coup cette zone. On va avoir délimité avec la partie salle à manger en fait un grand carré de peinture jaune dans laquelle on a intégré des étagères, mais du coup qui va correspondre avec la table à manger et qui va délimiter comme ça intuitivement l'espace sur la table à manger. Et puis
le dernier espace avec la cuisine, où là on va avoir travaillé sur une couleur un peu plus foncée, un peu plus soutenue, soutenue aussi par les poutres qui vont être peintes. Et en fait, vous voyez que de cette manière, en utilisant la couleur à bon escient, ça va permettre de délimiter les espaces et de donner aussi une cohérence dans cette belle pièce de vie. C'est hyper astucieux. En fait, ça remplace les cloisons, finalement, presque, cette peinture. Oui, tout à fait. Au lieu de remettre des cloisons, on va essayer de jouer différemment et puis de mettre de la couleur parce que ça fait du bien. Vous voyez d'autres exemples d'inspiration où ça s'applique sur toutes les pièces de la maison. On peut le travailler dans l'entrée, on peut le travailler, vous voyez, sur le côté pour démarquer un coin bureau, en fait, où on a repeint le mur, le sol, le plafond. Ça va permettre de vraiment délimiter les espaces. On va avoir d'autres exemples. Il y a des projets de cuisine aussi qui sont assez sympas. Où là, on a une vague sur le plafond et on vient mettre de la couleur pour montrer, désigner l'espace de la cuisine. C'est hyper astucieux, c'est vraiment... Et puis du coup, en termes de budget, ça coûte pas trop cher, ça coûte moins cher que de faire une cloison peut-être? Oui, tout à fait. Tout à fait, ça coûte moins cher. Et puis après, il faut oser. Là, vous voyez un autre exemple de cuisine où on est allé sur un gris très foncé. C'est un exemple d'inspiration pour délimiter l'espace de la cuisine avec la zone plus fonctionnelle de la cuisine, qui est une cuisine très blanche. Il faut oser, mais ça permet d'animer en fait la couleur. Elle va aussi donner une dynamique dans l'espace. Donc c'est ça qui va être plaisant. C'est très très chouette. Alors on va faire un petit tour de table. Qui ça tenterait de faire ce type d'aménagement intérieur? Pierre? Je me rends compte qu'on a été assez inspiré à la maison. Parce qu'en fait, oui, on a un peu joué sur les couleurs pour délimiter des pièces. Il y a eu une grande période où on abattait toutes les cloisons pour faire de l'espace, pour créer des espaces plus grands au niveau luminosité. Et donc je remercie ma compagne d'avoir eu cette inspiration. Moi, en déco, je laisse à ma compagne qui gère très bien tout ça. Mais oui, on a créé ces espaces de couleurs, salle à manger plutôt en blanc, et puis des couleurs plus dynamiques pour la cuisine, pour que ce soit bien vivant, pour que ce soit un espace de vie. Donc c'est inspirant, et puis ça montre que ça va. On est à peu près encore dans la mode. Carla, ça vous inspire des idées comme celle-ci? Oui, alors moi, ma maison est très colorée. Chaque pièce a une couleur différente. Parce que ça influe sur les émotions. Et mon cabinet est très coloré, très vif. Dans quelle nuance? Alors, justement, par rapport à la perception, il y en a qui disent jaune doré, soleil, mais ça met justement de la joie. Ça invite à la joie, parce que j'ai souvent des personnes en souffrance. Et d'ailleurs, j'avais une personne en thérapie qui n'osait pas peindre sa cuisine en vert, je crois, parce que c'était la mode du gris. Et justement, on a travaillé là-dessus, que pour elle, c'était important de manger dans une pièce qui était de cette couleur et que ça changeait son humeur. D'accord. Et dans votre intérieur, vous également, il y a une couleur par pièce? À peu près, c'est à peu près arc-en-ciel chez moi. Emmanuel, vous avez osé, voilà, exactement. Emmanuel, je trouve ça très joli. Ça permet de ne pas se limiter à un choix de couleur. Parce que généralement, on se dit, oula, j'ai plein de choix, mais il m'en faut qu'une. Mais là, ça permet d'avoir plein de choix, donc c'est plutôt sympa. Stéphanie, dans la roulotte, il y a des couleurs. Oui, alors moi elle est rouge déjà, non? Elle est un peu rouge et puis taupe en fait. Voilà. Et j'ai choisi du vert et du lilas. Voilà. Donc voilà, c'est des couleurs qui me parlaient à cette époque-là. Et je me sens apaisée en fait dans ces... Enfin, quand je regarde ces couleurs-là, puis il y a du blanc aussi. Voilà. Pour la pureté, l'apaisement. Enfin, voilà. Et oui, je pense qu'il y a un impact aussi sur les émotions, sur l'énergie qui circule. Voilà, on parle du feng shui. Je pense que ça a une importance. Selon les pièces de vie, du coup, on va adopter différentes couleurs parce que ça ne va pas inspirer la même chose et inspirer la même dynamique. Mais c'est vrai que ça a un impact qui est assez fort. Et on le remarque encore plus quand on est dans des pièces très blanches, du coup, où on se dit, c'est un peu terne, ça manque de couleur. Avec vous, on ne montrera pas de couleur. Merci beaucoup Aurélie pour l'inspiration. Vous voyez, vous avez fait des petits déjà. Enfin, ils les avaient fait avant. Bon, enfin, mais il y en a d'autres qui vont avoir l'idée. Merci à vous. On va retrouver maintenant, si vous le voulez bien, Billy à la SPA de Rennes. Billy, c'est à vous.
Bonjour Jennifer. Bonjour. Alors ce matin, nous sommes là, ici, avec ce petit bonhomme qui s'appelle Drogon. Drogon. D'ailleurs, j'avais une petite question. Quand vous avez un animal comme ça qui arrive, s'il n'a pas d'identité, comment ça se passe? C'est vous qui lui créez une identité? Oui, on leur donne un nom. D'accord. Et alors, c'est fait comme ça selon les bénévoles, quoi? Oui, tout à fait. Selon les salariés, leur donnent des noms. Des fois, c'est par thème. Et l'animal en lui-même, il a l'habitude de nom, c'est pas grave, il peut changer de nom? Comment ça se passe? Malheureusement, quand on n'a pas leur nom, après, ils s'habituent quand même assez vite. D'accord. Il suffit d'être bien cohérent, de bien les appeler régulièrement par leur nom, puis d'associer des choses positives surtout. C'est ça. Alors, Drogon, c'est un petit mâle, c'est ça? Oui, qui a 2 ans. 2 ans. C'est une petite race particulière ou pas du tout? Il est croisé dog. D'accord. Voilà, c'est un chien qui a un peu la bêtise, hein, des fois dans le regard, on le sent. Okay. Mais voilà, c'est un chien qui peut être très intéressant. Il a juste besoin, intéressé en tout cas. Il est très intéressé et intéressant surtout. C'est un chien qu'il faut découvrir et qu'il faut surtout bien cadrer, bien canaliser. Et puis bien éduquer surtout, voilà, avoir du temps à lui consacrer. Donc un peu de canicross là, c'est ça que tu dis? Pourquoi pas du canicross, des activités en tout cas. C'est un chien qui aura besoin de partager beaucoup d'activités. 2 ans, c'est un petit bonhomme. Pour être équilibré, voilà, c'est ça surtout. Alors maison avec les enfants, pas d'enfants? Alors on évitera les très jeunes enfants. Maintenant les ados, aucun souci. Ça marche. Pour jouer au football, je pense que c'est pas mal parce qu'il a l'air d'être assez actif. Avec les autres chiens, c'est pareil. Alors ça dépend, faut bien présenter. C'est un chien qui peut être très sociable, mais qui peut aussi très mal se présenter. Donc bien sûr, éventuellement avec une chienne. Sur présentation au refuge, par contre. Il n'a pas encore tout à fait les codes. Exactement, il a encore des choses à apprendre. Bon, écoutez, je crois que ce petit bonhomme, il donne envie qu'on le rencontre. Ce petit Drogon, c'est ça? Drogon, oui, tout à fait. Drogon, il a passé son temps dos à la caméra. Oui, petit chou. Allez, bonne journée tout le monde. Bonne journée. Peut-être qu'il est un peu complexé, le petit Drogon, là, qui passe son temps dos à la caméra. Allez, si vous voulez lui apprendre les règles, voilà. Vous savez où le trouver à la SPA de Rennes, le petit Drogon. 2 ans vous attend. Voilà, merci à vous tous pour aujourd'hui. C'est fini. On se retrouvera demain à 10h45. On fera notamment un focus sur la fête de la science et notre rapport à la science en général. Dans quelques instants, vous retrouvez votre série itinéraire Bretagne. Baptiste Galmiche et Pascal Cosset se sont intéressés aux races animales bretonnes et plus spécifiquement ce matin à la poule noire de Janzé. Voilà, on se retrouve nous demain, mais tout de suite c'est votre journal régional à midi. Excellente journée sur France 3 Bretagne, Kenavo. À demain.